qui est dédié au financement des infrastructures en Afrique. Je vais commencer par remercier le cabinet Bird & Bird et Boris Martor de nous accueillir dans ces beaux locaux de Bird & Bird. Voilà, en fait, cette formation, cette masterclass entre dans le cadre de la formation du programme de formation marché de capitaux pour une finance durable et inclusive, qui est porté par IFC, du groupe Banque Mondiale, Paris Europlace et l'Université Paris-Dauphine. Elle s'inscrit également, en fait, cette formation, donc, comme chacun sait, donc je ne vais pas faire la présentation puisque vous y êtes, mais très rapidement pour nos panélistes. Donc c'est une formation qui, et pour ceux qui nous suivent en ligne, cette formation, en fait, elle a été lancée avec un objectif de développer les capacités et les compétences des cadres de la fonction publique africaine en matière de finances, de financement. Le financement des infrastructures est aujourd'hui assez central. Il est central pour les pays africains, il est central pour aujourd'hui toute la planète. Les infrastructures ont été centrales dans les plans de relance post-Covid. On voit qu'aujourd'hui, dans un environnement macroéconomique perturbé pour de multiples raisons, les infrastructures sont aujourd'hui une partie de la solution. C'est la raison pour laquelle on s'est dit en fait, que dans le cadre de ce programme de formation, on va dédier une masterclass au financement des infrastructures. Donc c'est une véritable masterclass, hein, il ne s'agit pas du tout d'une table ronde de discussion, mais une véritable masterclass où l'idée est d'expliquer les outils, les instruments, comment chacun des intervenants à la structuration d'un financement d'une infrastructure intervient, quelles sont les règles, les points qu'il analyse, quels sont les éléments qui font qu'un investisseur se dit je vais avancer, on va financer, le go, no go, vers un projet d'infrastructure. Donc si vous en êtes d'accord, on va faire un petit tour de table assez rapide, de telle sorte à ce que chacun se présente et présente son institution. Dans les speaker series, on commence traditionnellement par ces présentations. Donc si vous en êtes d'accord, on fait un petit tour de table rapide, et puis ensuite, dans un second temps, on va commencer par définir ce que c'est une infrastructure. La définition d'infrastructure a beaucoup évolué, et s'est beaucoup élargie. C'est devenu aujourd'hui une classe d'actifs que tout le monde regarde, et puis surtout, en fait, beaucoup d'investissements vont vers les infrastructures. Donc, première étape, peut-être commencer par les présentations. Boris. Merci Karim. Bonjour à toutes et tous. Je suis Boris Martor, associé du cabinet Bird & Bird, et je m'occupe de la pratique financement, énergie, infrastructure. Je pratique depuis 25 ans, mais je raconterai peut-être un peu plus la vie plus tard. Bonjour à tous, Oksana Megde, je représente l'AFC. Je suis dans l'équipe financement des infrastructures chez l'AFC, qui est l'une des 3 branches business à l'AFC. Je pourrais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est. J'ai une expérience dans le financement de matières premières et dans les finances durables. Avant de rejoindre l'AFC, je travaillais pendant 15 ans à la Société Générale dans le financement de projets. Donc, je suis ravie de partager quelques expériences, quelques réflexions avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, Augustin Rode, je suis ravi d'être avec vous, d'autant plus que j'ai fait Dauphine, donc je suis très content de voir d'autres Dauphinois. Je représente Standard Chartered Bank, je suis dans l'équipe de financement de projet de Standard Chartered Bank. Je m'occupe plutôt de la partie Europe et Américas, mais dans le cadre de mes expériences précédentes, j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur des financements de projets sur l'Afrique de l'Ouest notamment, et on en parlera plus quand on abordera le rôle des banques. Bonjour, Jean-Pierre Barral, je suis directeur général délégué du fonds d'infrastructure STOA, qui est co-détenu par la Caisse des dépôts et consignations et l'AFD. J'ai fait une grande partie de ma carrière dans le secteur des infrastructures, soit côté financement des infrastructures publiques, par exemple à l'AFD, soit financement des infrastructures développées et détenues par le privé, côté Proparco ou STO. Je pourrais revenir un petit peu sur la distinction et les grandes différences entre ces développements. Puisque vous avez le micro, écoutez, je vais vous demander de le conserver. On pourrait, en fait, une première question essaie de définir une infrastructure. La définition des infrastructures a beaucoup évolué.
Est-ce qu'une infrastructure aujourd'hui, c'est forcément, il y a derrière une commande publique? Est-ce qu'il y a une concession d'un service public? C'est quoi aujourd'hui une infrastructure? Comment est-ce qu'un fonds type STOA regarde l'infrastructure et se dit ce type d'investissement est un investissement de long terme? Donc peut-être quand STOA a été créé, donc il y a 5 ans, je pense ce focus sur les infrastructures, c'est pas tellement lié au fait que c'est une classe d'actifs avec un couple risque-rendement particulier. C'était aussi surtout lié au fait qu'il y a un déficit d'infrastructures fort dans les pays émergents qu'on regarde. On a une priorité Afrique, on a une priorité, je dirais, énergie renouvelable, transport public, enfin projets qui font du sens pour le climat. Et donc, voilà, il y a des constats nombreux sur le déficit de financement des infrastructures, et c'est-à-dire il faut ajouter en quelque sorte un outil à la panoplie des outils français, c'est celui de pouvoir mettre des gros tickets, jusqu'à 50 millions d'euros, dans des projets d'infrastructures en fonds propres. Donc ça c'est important parce que c'est quand même très différent de la dette. Ensuite, je dirais que nous, ce qu'on regarde principalement, d'une part c'est l'énergie, le transport au sens large, et puis les télécoms, et on essaye d'élargir aux infrastructures sociales, donc santé, éducation, qui déjà sont, je dirais, en termes de risque-rendement, c'est déjà assez différent. Mais sur l'énergie, je pense qu'aujourd'hui, le marché est intéressant, parce que je pense que tout le monde est habitué au risque et à la façon de structurer ce qu'on appelle des projets indépendants de production d'électricité, les IPP, qui sont une centrale de 50, 100, 150 MW qui vend à la société publique d'électricité. Ça, c'est le modèle classique avec un certain nombre de garanties de l'État, etc. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers de l'énergie distribuée, donc des petits projets qui sont soit pour des entreprises qui vendent à des privés directement, qui vendent et qui n'ont pas besoin de concessions, qui n'ont pas besoin de ce type de garantie publique et qui finalement se développe beaucoup parce que la partie IPP présente certaines contraintes, certaines limites sur lesquelles je pourrais revenir. Mais voilà, mais en tout cas, je dirais que la transition énergétique ou le passage au solaire, en particulier en Afrique, c'est intéressant parce que c'est plus uniquement la partie connectée au réseau qui est en train de... Maintenant, c'est tout ce qui est distribué, les mini-grids, ces CNI, etc., qui connaissent un engouement assez fort des investisseurs et qui, je dirais, c'est pas vraiment une infrastructure au sens classique du terme, en tout cas, c'est des projets beaucoup plus petits et beaucoup plus distribués. Voilà. Merci beaucoup. Donc STOA, fonds d'investissement qui apporte des fonds propres, la dette est apportée par la banque. Augustin, comment tu définis une infrastructure? Je pense que déjà, une infrastructure, c'est un actif qui est tangible, qui a souvent vocation à apporter un service qu'on considérait comme essentiel. Donc ça peut être un aéroport, un port, tout simplement, du rail. Mais dans les banques, il y a quand même une vision assez large de ce qu'est une infrastructure. Donc ça va capturer tout actif qui en fait est capable de supporter une dette et de repayer la dette avec les revenus que génère cet actif isolé. Donc ça peut être assez vague. Je me rappelle une situation où ils avaient regardé des chambres mortuaires et ils se demandaient si c'était une infrastructure. Donc bon, ça c'est vraiment l'exemple extrême, mais tout actif qui est capable de supporter un service essentiel et de repayer une dette par soi-même peut être financé en financement de projet pour infrastructure. Merci beaucoup. AFC, l'approche est un peu différente, mais comment AFC définit l'infrastructure? Je pense que on peut aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà dites, je pense qu'on peut rajouter aussi une notion sociale. Les infrastructures, c'est quelque chose qui donne l'accès aux populations aux différents services essentiels. Donc c'est vraiment, et donc le périmètre de type de structure, de type d'assets qui donne cet accès est assez large. On peut inclure ici tout ce qui est médias et télécom, donc l'accès à Internet, accès à tout ce qui est services numériques, à la santé numérique, aux finances numériques. Donc c'est vraiment l'aspect accès, numérique, digital numérique.
Après, on peut aussi voir les différents types de réseaux, donc les systèmes de routes, etc., qui donnent l'accès à la possibilité de se déplacer, l'accès à l'énergie, donc c'est tout ce qui est les renouvelables, etc. Donc c'est vraiment cette notion sociale, l'accès aux services essentiels qui définit les infrastructures. Merci beaucoup, Oxane. Mon cher Boris, le juriste, comment va-t-on? C'est quoi une infrastructure? Comment est-ce qu'on la définit? Comment on se dit cet actif est une infrastructure? Pardon. Je vais prendre en fait la question un petit peu différemment. C'est que je crois que dans le domaine des infrastructures telles que on va en parler, il y a toujours une partie publique. Et je pense que une infrastructure, elle est soit directement gérée par une partie publique pour les besoins sociaux pour satisfaire les usagers, soit elle peut être déléguée de différentes formes par différents contrats. Donc moi, ma définition, ce serait plutôt justement de travailler autour de la façon dont on gère cette infrastructure, soit par la partie publique, soit par une partie privée, soit parfois par les deux. Merci beaucoup, Boris. Alors, ce que je souhaiterais que vous reteniez sous le contrôle de vous tous experts, donc on est parti en fait de l'infrastructure, on a bien vu en fait qu'il y a cette définition légale, juridique, et donc les infrastructures, c'est des ponts, c'est des routes, c'est des autoroutes. On comprend que ce n'est pas uniquement ça, c'est également en fait en réalité tout actif, vous me corrigez si je me trompe, tout actif capable de générer un cash flow sur du long terme. Donc tout ce qui est capable de générer du cash flow est une infrastructure. Donc on imagine tous les actifs qui peuvent être concernés par les infrastructures, en particulier dans des pays du continent africain, où beaucoup de choses sont à construire, beaucoup de choses sont à mettre en place, tous les actifs qu'on peut mettre dans ce type d'asset. Alors je vais me retourner, en fait, je ne sais pas parce que j'avais fait par hasard, vers Augustin, le banquier, qui lui, en fait, donc reçoit un dossier de financement pour une infrastructure, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que tu regardes, Augustin? Quels sont les éléments, en fait, donc on est dans une approche très didactique, quels sont les éléments que tu regardes, comment tu analyses, quelles sont les questions que tu poses, quels sont les outils que tu utilises pour étudier les dossiers, un dossier de financement d'infrastructure? Bien, déjà, quand un dossier arrive, en général, il y a une structure un petit peu préliminaire, assez générale. Donc, en général, ce qu'une banque va faire en premier, c'est regarder si elle est confortable, avant même de creuser plus en amont, plus en aval le projet, elle va regarder si elle est confortable avec la structure générale, est-ce que le risque est correctement rémunéré, pour ensuite aller plus en détail dans les différents risques. Une fois qu'on s'est rendu confortable avec l'approche très, très préliminaire, on va regarder ce projet et le détailler en différents workstreams sur lesquels on va essayer d'évaluer les risques de chacun de ces workstreams. Donc on va se faire accompagner pour ça par des consultants, par des experts, sur des sujets aussi divers que les taxes, une évaluation juridique des différents contrats, que le côté INS aussi évidemment, sur lequel on va essayer d'avoir une évaluation un petit peu de l'impact environnemental du projet. Et tout ça, le but, c'est de se rendre confortable avec les différents risques afin de pouvoir être en mesure d'approcher ensuite, dans un second temps, nous, l'équipe risque de la banque, afin de valider notre commitment. Donc souvent, il y a une partie assez longue de structuration qui consiste à analyser les risques. Donc, par exemple, typiquement, il y a souvent des périodes de construction assez longues sur un projet, quand on construit un pipeline, quand on construit une centrale de génération. Il y a une période assez longue, donc typiquement, on va regarder la nature du contrat dans lequel l'emprunteur entrera avec le fournisseur de la prestation de construction. Et donc, on va évaluer la santé financière de ce constructeur pour s'assurer qu'il sera capable, pendant les 2, 3, 4, voire plus, parfois, les années de construction, de supporter les coûts impliqués par cette construction. On va faire une analyse financière, on va faire aussi une analyse de
ces compétences? Est-ce qu'ils ont fait des projets similaires dans le passé? Est-ce qu'ils ont les compétences techniques pour mener à bien le projet? En sachant que souvent, les banques aiment bien avoir de la visibilité et que le risque soit porté par celui qui le comprend le mieux. Donc, typiquement, sur la construction, on va demander à ce que le contracteur porte le risque de la construction. Donc, typiquement, il va avoir un prix, il va s'engager à donner on va se mettre d'accord sur le prix du contrat et le contracteur devra délivrer, disons, le pipeline pour un montant donné fixé à l'avance, fixé 3, 4, 5 ans à l'avance. Donc ça, c'est typiquement un risque qu'on va regarder. Mais on regarde tous les risques. On regarde les risques aussi bien macroéconomiques, que ce soit l'inflation, que ce soit la volatilité des devises, que des risques beaucoup plus précis, comme un changement du cadre réglementaire dans lequel on évolue, ou bien tout simplement, ça peut être la performance d'un actif qui est typiquement une ferme éolienne. On va regarder quel est le risque que le vent ne souffle pas, tout simplement. Et ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à évaluer pour une banque. Donc, on va se retourner vers des experts qui vont nous donner des rapports avec une étude, souvent statistique, probabilistique, de quels est les différents niveaux de vent auxquels on peut s'attendre. Nous, en tant que banque, on va prendre ce rapport, on va l'utiliser pour quantifier les risques. Et pour quantifier les risques, on a un outil qui est clé, qui est Excel. On se repose donc sur souvent un cash flow modèle, un modèle financier. Le modèle est un outil dans le processus de décision, ça sert à quantifier les risques. Une fois qu'on a quantifié ces risques, on peut essayer de les adresser à travers le contrat juridique qu'on passe avec l'emprunteur. Donc si on voit qu'il y a un gros risque lié à l'inflation, par exemple, on va demander à l'emprunteur de faire des couvertures, de mettre en place des couvertures. Ou si on voit qu'il y a une volatilité des devises, par exemple, qui pourrait avoir un impact sur la capacité du projet à se repayer, dans ce cas-là, on leur demandera de fixer le taux de la devise en se hedgeant. Donc Excel est vraiment l'outil qu'on utilise pour quantifier, et une fois qu'on a quantifié, il y a une discussion de nature plus transactionnelle qui nous permet de mettre en place les mitigants appropriés sur ce type de choses. Une fois qu'on a notre structure et qu'on a bien quantifié les différents risques, c'est le moment où nous, en tant que banque, on va voir nos équipes internes pour avoir la décision finale, parce qu'on n'est pas décisionnaire. On structure, et ensuite, il y a une autre équipe qui prend la décision, et qui va avoir tendance à nous poser des questions et à nous challenger. En général, on finit rarement avec la même chose que ce qu'on voulait quand on arrive pour les voir. Donc ils vont lever des points qui sont parfois sur lesquels on n'a pas forcément la visibilité, parce qu'ils voient tous les projets de la banque, donc forcément ils ont une vision plus large. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, en général, on rentre plus dans un processus, disons, légal pour mettre en place rassembler les différentes conditions nécessaires à la mise en place du financement. Mais ça, je laisserai peut-être plus en parler. Merci beaucoup, Augustin. Peut-être je vais me retourner vers la salle. Avez-vous des questions sur l'approche de la banque? Tout type de questions. Hein. On est revenu sur Excel, on est revenu sur un certain nombre de sujets très pratico-pratiques qu'on a souvent évoqués ensemble. Bon, je n'aurais peut-être pas de questions d'abord sur la banque, mais même sur la notion d'infrastructure, si vous permettez. Si on retient l'infrastructure comme étant un actif qui est capable de se rembourser, de rembourser la dette des contractés pour le financer par lui-même, par les fonds qu'il va générer dans le temps, mais les infrastructures sociales, est-ce qu'elles peuvent vraiment se rembourser? Les infrastructures sociales relatives à l'éducation, à la santé, est-ce qu'elles ont vraiment la capacité de se rembourser? Elles ne vont pas vraiment générer des fonds dans le temps? C'est une bonne question. En fait, ça permet de compléter ce qui était dit tout à l'heure, parce qu'une infrastructure, elle n'est pas forcément payante, effectivement. Il y a des ponts qui existent partout, il n'y a pas de péage forcément pour le pont. Enfin, en tout cas, le contribuable va la payer, sans doute, à un moment ou à un autre, mais elle n'est pas forcément payante quand on la passe. Donc on parlait là tout à l'heure plus des infrastructures qui sont montées en financement de projet pour les différencier des infrastructures qui pourraient être mises à disposition gratuitement des usagers. Pour répondre à votre question, après, il y a beaucoup de développement, notamment sur le continent africain. Par exemple, on assiste en Éthiopie
l'État sur des infrastructures sociales en PPP qui devraient être lancées sur des centres d'oncologie, des centres de traitements médicaux, sur des logements sociaux. Typiquement, c'est des infrastructures sociales. Donc effectivement, le revenu qui va être tiré de ces activités relativement modérées, ou en tout cas les usagers n'ont pas forcément les moyens de payer le coût réel des prestations. Donc en réalité, le revenu va être perçu par la personne privée qui va exploiter avec une forme de subvention sous une forme ou sous une autre, versée par l'État ou le ministère de la Santé et d'autres fonds qui vont les subventionner. Donc effectivement, sur les infrastructures sociales, l'équilibre est sans doute plus difficile à trouver. Il peut exister néanmoins, puisqu'il y a sur certains marchés plus matures, je crois, des infrastructures sociales qui fonctionnent complètement avec du privé sans nécessairement être subventionnées. Mais je laisse mes collègues compléter. C'est un très bon point, et c'est vrai que transport public, typiquement, le prix que paye l'usager à Paris de ticket de métro couvre un tiers du coût d'une infrastructure de transport. Le TER de Dakar, je ne sais pas aujourd'hui quel est le niveau de subventionnement, mais beaucoup d'infrastructures publiques vont nécessiter, pour les rendre accessibles, pour les rendre abordables, vont nécessiter un soutien de l'État. Donc ce soutien, ça peut être une subvention sur le ticket, ça peut être un cofinancement initialement du montant de l'infrastructure, il peut présenter plein de formes, mais c'est souvent, que ce soit dans les pays en Afrique ou ailleurs, c'est souvent une condition essentielle, à part peut-être l'énergie, l'électricité, la production d'électricité, mais pour le transport, pour l'éducation, pour la santé, etc., il y a toujours une forme de soutien de l'État qui est nécessaire. Bonjour, je m'appelle Ephraim Maniga, je travaille au ministère de l'économie et des finances du Gabon. Alors je vous remercie d'abord pour votre présentation. J'avais une question liée en fait plus aux clauses environnementales et sociales. Quel poids accordez-vous en termes de risque sur cette variable? Parce que l'on sait aujourd'hui qu'avec le développement durable, la COP27, les changements climatiques, je pense que ce sont des risques qui sont aujourd'hui de plus en plus importants, notamment avec les clauses ESG. Alors, quel poids accordez-vous à ce type de risque? Merci. Mais on va y revenir un peu plus tard en fait, dans la présentation. Peut-être je vais répondre sur ce point. Il y a deux dans le financement de projet, donc financement des infrastructures qui sont financées assez souvent sur la base de financement de projet. Typiquement, les financiers regardent et appliquent les principes de Equator Principles et aussi les IFC Performance Standards. Donc, c'est les normes de la mise en place des projets par rapport aux aspects sociaux et environnementaux qu'il faut atteindre pour être en ligne avec ces standards. Et donc, d'habitude, quand les banques financent un projet, ce qu'ils font d'abord, avec l'aide de consultants techniques et des consultants qui sont capables à évaluer les différents risques, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur les changements climatiques, etc., ils définissent la liste des choses qui sont en manque, qu'il y a un écart avec les normes, donc les IFC Performance Standards, et ils définissent les plans d'action que la société doit mettre en place, donc, que le projet doit mettre en place donc pendant les constructions et pendant la durée de vie de cet actif. Donc, on peut dire que les points de normes INS sont extrêmement importants. En fait, l'AFC, par exemple, ne peut pas financer un projet qui n'est pas en ligne avec les standards AFC INS de AFC. Et la plupart des banques appliquent aussi ces standards-là. En complément, donc ça c'est en gros, un projet a été identifié, il répond aux critères et on va limiter les risques environnementaux et sociaux liés à la construction et à l'exploitation de ce projet. En complément, pour élargir un petit peu votre question sur la COP27, les énergies fossiles, etc., donc les
prêteurs ou investisseurs occidentaux sont de plus en plus exigeants sur, je dirais, le bilan carbone d'un projet. Et aujourd'hui, ça fait quelques années déjà que vous ne trouverez pas beaucoup d'investisseurs occidentaux qui investissent dans des centrales à charbon. Et aujourd'hui, c'est le sujet du gaz qui est compliqué et qui fait l'objet de beaucoup de débats. Et donc, qui commence aussi, enfin, il y a certains bailleurs de fonds, certains investisseurs qui disent, bon, ou plutôt à l'inverse, un projet éolien, un projet solaire, tout le monde se précipite pour le financer. Un projet gazier, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ça peut susciter des questions légitimes. Et peut-être pour compléter encore, il y a aussi un sujet de résilience au changement climatique qui est très important dans des projets d'infrastructure. Il y a beaucoup de projets d'infrastructure qui peuvent être sujets, par exemple, un chemin de fer qui passe à côté d'un bord de mer, du fleuve ou du bord de mer. Et avec les changements climatiques, les aléas, par exemple des inondations, etc., des hasards climatiques, c'est des événements qui se produisent de plus en plus souvent. Et du coup, il y a un autre aspect dans l'analyse des risques. Donc, c'est les risques qui sont liés au changement climatique, vraiment les risques physiques qui sont aussi analysés, qui sont très importants. Dans tous les cas, pour l'AFC, c'est aussi un des aspects qu'on regarde dans le financement de projets d'infrastructure. Juste pour ajouter d'ailleurs, tout à l'heure on a parlé de l'éolien et on voit que des changements climatiques sur le vent sont opérés en Europe du Nord sur des projets financés il y a plusieurs années et pour lesquels on ne s'attendait pas forcément à ce type de retour. Oui, je peux complémenter parce que du coup je travaille plutôt sur l'Europe et l'Amérique en ce moment. En gros, ce qui se passe, c'est que assez schématiquement, le vent est créé par la différence de température entre les deux pôles. Or, la différence de température a plutôt tendance à se réduire entre les deux pôles, donc il y a de moins en moins de vent. Et donc sur plusieurs projets qui effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le vent, on essaie d'évaluer la quantité de vent auquel les projets vont être soumis. Et donc il y a certains projets sur lesquels il y a des déviations assez fortes par rapport à ce qu'on attendait, et ça remet en cause la viabilité du projet d'un point de vue dette à long terme. Et donc certains sont restructurés et ont besoin d'être réévalués. Oui, on va prendre une dernière question, il faut qu'on avance. Est-ce que l'AFC publie des guides de résilience ou je ne veux pas dire des checklists, mais quelque chose d'un petit peu un guide à ce niveau-là, comme le fait la Hydropower Association où il y a un guide de résilience pour les barrages? Est-ce que vous avez quelque chose de plus général un peu lié à ce schéma de financement? Je ne suis pas au courant d'un guide spécifique au sujet de résilience. Je sais qu'on regarde, dans tous les projets, on regarde ces aspects-là. Mais le guide spécifique, je ne suis pas au courant de ça. Par contre, c'est un sujet qui prend vraiment de l'ampleur, donc peut-être qu'il va bientôt sortir. On va revenir sur ces points-là tout à l'heure avec Oksana. Donc voilà, en fait, il y a l'environnement des risques qu'on voit en fait qui s'élargit, qui se complexifie et qui concerne de plus en plus de secteurs. Donc on a vu, en fait, on vient de voir l'analyse en fait de la banque, comment est-ce qu'elle analyse, en fait, c'est en approche du risque, la structuration du projet. Je me tourne vers Stoa, l'investisseur. Comment est-ce que voilà, en fait, un investisseur reçoit un projet, comment il analyse et comment est-ce qu'il prend sa décision de go no go? Merci Karim. Donc, je dirais qu'il y a 3 grandes dimensions dans notre analyse. Il y a une première dimension qui est l'impact aussi du projet. On est un fonds à impact, et donc sur est-ce que le projet fait du sens, ou en tout cas contribue à améliorer l'accès à un service essentiel. Donc cet impact, on va le mesurer sur 3 grandes dimensions. Première dimension qui est l'accès, donc on en a beaucoup parlé, c'est vrai qu'une infrastructure, un peu par définition, on se dit ça va améliorer l'accès au transport, elle va améliorer l'accès à l'énergie, etc. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la fiabilité ou fonctionnalité. C'est-à-dire, est-ce que cette infrastructure
elle présente, elle est fiable, elle est fonctionnelle. Est-ce que c'est une infrastructure dont le service rendu sera bon? Et le troisième aspect, c'est, je dirais, on peut appeler ça propreté, on peut appeler ça sobriété. C'est finalement la quantité de ressources que cette infrastructure consomme. Donc, par exemple, pour une centrale, pour la production d'électricité, c'est qu'elle consomme du gaz ou est-ce qu'elle émet du carbone. Mais pour une route, c'est un petit peu plus difficile parce que ça dépend finalement du type de véhicule qu'on met sur la route. Est-ce qu'on va mettre des véhicules à essence ou est-ce qu'on va mettre des véhicules électriques? Mais en tout cas, on va préférer faire un projet de transport urbain qu'un projet de périphérie. En termes de propreté, c'est un avantage. Donc ça, je pense que c'est une dimension importante. Ensuite, j'insiste un peu sur cette dimension parce qu'ensuite, notre analyse, elle ne va pas être très différente de celle de la banque, qui va regarder à la fois les risques, les rendements associés. Par définition, les fonds propres prennent plus de risques. On est exposé, par exemple, au surcoût du projet en premier, et donc attendre un rendement plus élevé. Donc, et puis, je dirais, sur les risques, il y a les infrastructures, si on veut, qui sont exposées au risque de marché. Typiquement, vous investissez dans un port voilà, et donc ce port, le rendement de votre infrastructure va dépendre du trafic. Et ce trafic, il est un petit peu difficile. Bien sûr, il dépend de la croissance du pays, bien sûr. Mais bon, il y a le Covid qui passe par là. Bon, le trafic se casse la figure. Donc voilà. Et puis, vous avez des infrastructures qui sont beaucoup moins exposées au risque de marché, qui sont par exemple, souvent les centrales électriques, en particulier en Afrique, font l'objet de contrats d'achat à long terme. Et donc, le risque du marché, il est relativement limité. Ça, je pense, c'est une grande catégorie. Et ensuite, nous, je pense, le deuxième sujet, on regarde soit des infrastructures, un peu comme l'a défini mon voisin, un projet dédié avec une infrastructure dédiée. Donc, soit on rentre dans une société projet dont l'objectif est de développer, construire, exploiter une infrastructure, une centrale électrique, n'importe, soit on va rentrer dans une holding, dans une société qui, elle, va détenir plein d'infrastructures différentes. Et c'est une façon aussi de partager le risque. Et là, les sujets qu'on va regarder, ça sera beaucoup plus les sujets de management, de capacité de croissance, etc. etc. Mais in fine, l'objet final de l'investissement, c'est d'investir dans des petites infrastructures qui seront agrégées par cette société. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai reçu en fait une question via WhatsApp, donc je me permets de la poser en privé. Je crois qu'elle était relativement importante, surtout en fait dans une masterclass. Quelle différence faites-vous entre le financement de projet et le financement d'infrastructure? Il n'y a pas de... Souvent, quand on parle de financement de projet, c'est vraiment c'est du financement sans recours, assis sur un actif qui va produire des revenus à long terme. Et c'est dans 9 cas sur 10, c'est des infrastructures. Donc il n'y a pas vraiment de différence. Mais on peut financer des infrastructures autrement qu'en financement de projet. C'est ça aussi, c'est que souvent quand on a, typiquement sur le distribué, c'est-à-dire sur des petites centrales électriques qui vont soit alimenter des acteurs privés, soit alimenter des lignes réseau, etc. C'est trop petit pour faire l'objet d'un financement de projet. Le financement de projet, c'est quand même assez long à mettre en place, assez coûteux, et donc il faut qu'il y ait une taille critique suffisante pour justifier ce financement de projet. Et quand c'est des infrastructures trop petites, souvent, on va faire le choix de les financer en fonds propres et ensuite de les refinancer sur une base portefeuille, de lever de la dette une fois que tout ça fonctionne. Voilà. Donc le financement de projet est une des façons de financer des grosses infrastructures, et souvent la façon préférée parce que c'est celle qui permet d'avoir le plus de levier, c'est-à-dire de lever le plus de dettes et donc de réduire le coût du financement de cette infrastructure, mais elle n'est pas toujours adaptée, en particulier quand l'infrastructure est de petite taille ou quand le pays est compliqué et on n'a pas forcément les garanties suffisantes pour limiter le risque.
Merci beaucoup. Je me tourne donc vers vous. Des questions? Merci, bonjour. J'ai une question pour les panélistes qui concerne beaucoup plus les représentants de la banque et du fonds. C'est un peu pour comprendre, parce que je représente également un ministère des Finances et je suis d'une direction qui est beaucoup impliquée dans la recherche de financement, la structuration, la négociation du financement de projets d'infrastructure en particulier. C'est de comprendre, si on prend une banque ou le fonds à impact, entre le commanditaire d'une infrastructure publique, par exemple, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, et l'entreprise ou le prestataire qui vous saisit en général, puisque il peut arriver qu'une entreprise française intéressée par un projet en Afrique fasse le pas, c'est-à-dire déjà discute avec un partenaire financier, ou l'inverse, c'est-à-dire un État qui veut financer son infrastructure, discute déjà avec un partenaire financier. Donc, c'est de comprendre tout le cas de vos structures. En général, c'est lequel de ces acteurs qui vous approche? Je peux commencer. Donc déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'infrastructure dont on parle, l'État a fait le choix de la structurer en un financement privé. C'est-à-dire a fait le choix de dire, dès le début, en considérant les différentes options, de se dire, ça ne va pas être une infrastructure qui va faire l'objet, par exemple, d'un prêt de la Banque mondiale ou de l'AFD, avec maîtrise d'ouvrage, et puis je vais lancer des appels d'offres pour sélectionner les entreprises qui vont faire les travaux. Non, je n'ai pas la capacité de porter cette dette sur le même bilan, par exemple. Je vais faire le choix de confier le financement de cette infrastructure au privé. Et donc, ça veut dire, je vais faire le choix de mettre en place un contrat de concession et de sélectionner un groupement privé qui va financer, construire, exploiter cette infrastructure. Et donc, ça, c'est déjà, ça prend du temps, et en général, ce groupement privé, il est souvent sélectionné sur la base d'un appel d'offres. Et nous, on va être approchés par les partenaires privés qui sont intéressés à investir dans ce projet, à développer, à financer ce projet. Alors bien sûr, on est au courant de ce qui se passe dans le pays et on sait que tel ou tel projet va sortir, mais si vous voulez, on va pas, l'État va pas se rapprocher. Si ça fait l'objet d'un appel d'offres, ben on va pas, nous on fera partie d'un groupement en quelque sorte qui va répondre. Et donc on va, pour des raisons bien sûr de compétition, etc. On va pas interagir avec l'État à ce stade. Et très en amont sur la préparation du projet, il peut y avoir un soutien des bailleurs de fonds pour les aider à structurer le projet pour qu'il soit bancable. Parce que c'est ça le point clé, à la fois pouvoir attirer les investisseurs et pouvoir attirer les banques. Peut-être juste en complément, comme l'a expliqué sur la banque nécessaire, mais l'État donne la responsabilité à l'entreprise privée de construire et exploiter, mais l'État garde la propriété de l'infrastructure qui est construite par ce partenaire privé. Donc, une fois que le partenaire privé a remporté le contrat de construire, évidemment, l'État est un acteur très important dans la discussion, dans la structuration du contrat qu'il passe avec l'entreprise privée. Donc, on est toujours exposé, in fine, à l'État, mais en tout cas, en tant que banque, effectivement, nous aussi, on arrivera derrière un investisseur privé en général. Pour compléter, parce que je pense que le déroulé était bien structuré. Quand l'État passe un appel d'offres pour trouver des parties intéressées qui veulent contribuer à la construction, qui veulent participer à cet appel d'offres et donc construire, opérer, maintenir cette infrastructure, il y a des financiers, il y a aussi des banques multilatéraux qui peuvent participer pour travailler avec ces futurs constructeurs afin d'apporter les fonds pour financer la construction et l'opération de cet actif. Voilà, mais je pense que la volonté de lancer le projet vient de l'État qui identifie les besoins
soit parce qu'il veut attirer des ressources, des financements privés, soit parce qu'il veut améliorer l'efficacité d'un service. Et c'est pour ça qu'il fait appel aux parties privées. Merci beaucoup, Sana. Alors, ce que je vais vous proposer, parce qu'en fait, le temps avance, puisque vous avez le micro, je vous le conserver. IFC intervient également dans le financement. En fait, il n'y a pas aujourd'hui, je crois, en fait, sauf erreur de ma part, une infrastructure qui se met en place en Afrique où IFC ou la Banque mondiale ne sont pas concernés. On a fait le choix, donc, si vous souhaitez, Oksana, en fait, de faire une présentation rapide des interventions d'IFC, mais avoir surtout en fait une approche sous l'angle de la prise en compte des critères justement environnementaux et d'utilité par IFC. C'était un choix, voilà, on a fait ce choix en fait dans la structuration du programme pour que cette intervention soit structurée ainsi. Merci beaucoup. Donc l'AFC, j'imagine que vous avez déjà une présentation dans le cadre de programme. La mission de l'AFC, c'est de promouvoir le développement économique et améliorer les conditions de vie. Donc, et les infrastructures font une grande partie de ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait par rapport aux infrastructures, il y a 3 parties où nous pourrons intervenir. C'est la création de nouveaux marchés, mobilisation des capitaux pour financer ces projets d'infrastructure et partager notre expérience, comme je fais aujourd'hui, avec les différents acteurs dans des pays où nous sommes présents. Donc, si on regarde dans quel type de secteur, de sous-secteur de l'infrastructure AFC intervient, je pense qu'on va pas être très originaux. C'est des secteurs dans lesquels on voit d'autres banques de développement, on voit des banques privées. C'est beaucoup l'énergie renouvelable, les énergies de manière générale. Ça peut être aussi l'hydroénergie. L'énergie dans le financement des infrastructures de l'AFC représente à peu près la moitié de nos activités. On intervient aussi dans le financement de transport, dans le financement de secteur de médias et télécom, qui est aussi un des très grands secteurs pour nous. Notamment en Afrique, on voit vraiment une très grande croissance de ce secteur-là. On intervient aussi dans le financement de logements et à chaque fois, on essaie de voir quelle sera la contribution de ce financement d'un côté au développement du pays dans lequel on intervient et bien sûr donc, et aussi quel sera l'impact de ce financement aux différents objectifs d'accord de Paris par rapport au climat. Donc ça, c'est vraiment les 2 aspects, l'impact sur le développement et la contribution aux accords de Paris. Nous travaillons beaucoup avec les gouvernements. Peut-être il faut préciser que l'AFC, nos interlocuteurs, c'est le secteur privé. Mais néanmoins, on travaille avec les gouvernements en amont des projets quand il faut débloquer certaines contraintes qui sont liées aux opérations du secteur privé dans un tel ou un tel pays. Par exemple, on voit dans beaucoup de pays, il y a certaines conditions de financement de projets renouvelables qui peuvent poser des contraintes. Et donc ça, c'est un exemple où l'AFC travaille beaucoup avec des gouvernements pour essayer de mettre en place la politique, aider au gouvernement de mettre en place la politique, par exemple, de libération du secteur des énergies renouvelables. Dans les financements de projets, on avait parlé de beaucoup de partenariats publics-privés. C'est un des modes de financement des projets d'infrastructure où nous travaillons beaucoup. Mais aussi, c'est le financement de prise de la participation dans des projets qui sont des financements à la stade early stage, très tôt. C'est un peu ce que vous faites, mais chez AFC,
englobés c'est le même organisme qui fournit la dette et l'equity. Par rapport au programme de financement partenariat public-privé, les 3 programmes qui étaient mis en place récemment et dans lesquels on voit beaucoup d'intérêt, c'est le Scaling Solar. C'est un programme, c'est un PPP. Notamment, on avait des projets en Zambie, en Sénégal. Globalement, c'est les financements des projets dans ce financement des énergies solaires. On a aussi un programme qui s'appelle Scaling Wind. C'est un programme c'est le travail avec des gouvernements pour mettre en place leur stratégie de développement de l'énergie de vent. On n'a pas encore eu l'expérience en Afrique, mais on a déjà travaillé sur ce type de programme au Vietnam, en Turquie par exemple. Il y a aussi le programme qui s'appelle Scaling Mini-Grid. C'est les fameux mini-grids dont on a déjà entendu parler. C'est les conseils pour amener l'énergie propre aux habitants dans le pays en Afrique. Peut-être, je peux donner quelques exemples concrets de ce qu'on avait fait. Comme ça, on voit un projet concret. Donc, l'AFC a participé dans le financement de projets de centrales hydroélectriques sur une fleuve en Cameroun, à Machiga, qui est très, je pense que connu. Donc, c'était un très grand financement et il était co-développé. Ce projet-là, il était co-développé avec le gouvernement, avec EDF. Avec l'AFC et donc financé par les différents acteurs. Un autre projet en Afrique, c'est un projet en Mozambique cet été, qui était closé cette année. C'était une centrale électrique à gaz. Il était développé par Sasol, Globelec et aussi la société Electricidade de Mozambique. C'est un gros projet financé structuré sur la base de PPP. Et il y avait aussi dans ce projet une partie de financement de la Banque mondiale qui a participé dans le financement de la ligne de transmission qui complétait les projets de génération de l'électricité. Peut-être sur ce projet-là, comment le financement était monté. Il y avait un prêt de l'AFC, il y avait une partie de Blended Finance, il y avait également la partie de financement apportée par des banques privées, ce qu'on appelle la mobilisation. C'est quand une banque multilatérale amène avec elle des banques privées. Il y avait aussi des parallel lenders, donc d'autres types de financeurs qui donc, travaillaient avec nous. Et il y avait une garantie apportée par MIGA. C'est vraiment un financement, comme vous voyez, c'est vraiment, les financements PPP sont assez complexes. Et peut-être pour aborder le sujet de financement durable, ce qu'on voit récemment, c'est des financements de projets dans lesquels les banques essaient, et dans tous les cas l'AFC, on essaie d'intégrer pas uniquement la notion de compliance avec les principes de AFC Performance Standards, mais on essaie de voir comment est-ce qu'on peut aider à ces projets-là et aux différentes prêteurs, sociétés de l'infrastructure en Afrique. On essaie de travailler avec eux pour voir comment on peut aller au-delà de choses normatives et d'aller vers l'impact positif, générer cet impact, mesurer cet impact et pourquoi pas intégrer
cet impact positif dans le financement en le structurant en tant que Sustainability Linked Loan. C'est-à-dire que on peut intégrer aussi dans ce financement des objectifs liés aux différents aspects d'impact. Ça peut être un impact sur un impact positif sur le climat, un impact positif sur la diversité au sein de l'entreprise ou l'impact positif sur la biodiversité. Et sur la base de ces objectifs, on peut avoir le lien avec le prix de financement, avec la marge qui peut être structurée en fonction de l'atteinte de ces objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup d'intérêt dans pays émergents. Par contre, c'est assez nouveau pour les pays émergents, peut-être plus en Asie, on voit ça plus en Asie. En Afrique, c'est encore assez rare, mais on voit qu'il y a beaucoup de différentes entreprises qui montrent l'intérêt à ce type de structure et qui sait intégrer de cette notion de l'impact dans la structuration financière. Merci beaucoup, Oksana. Je vais me retourner vers la salle. Est-ce que vous auriez des questions sur les deux interventions? Bonjour, je m'appelle Mamadou Moucharbari de la Banque centrale de Guinée. Ok, ma question va au niveau de l'EFC. Au cours de vos financements, je sais que financer, c'est prendre des risques. Du côté non seulement du marché où vous levez les fonds par rapport au taux d'intérêt, au taux de change, mais est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés au niveau du remboursement de vos financements-là, soit du côté de l'État, soit du côté du secteur privé pour vous financer? Je pense que c'est comme dans tous les, comme dans tous les financements, malheureusement ça peut arriver toujours, malgré l'analyse assez complexe de différentes possibilités de risques. Après, je pense que c'est aussi le rôle des banques de développement de prendre le risque pour contribuer au développement. Chez AFC, comme dans beaucoup d'institutions, il y a un service de recouvrement dans les cas où le financement va mal. Et c'est des professionnels très expérimentés qui d'habitude travaillent avec les différentes contreparties pour soit restructurer la dette, soit essayer de repousser les échéances, trouver d'autres types de solutions. Mais malheureusement, ça peut toujours arriver dans n'importe quel financement. On va avoir une session en fait, qui sera dédiée, animée par l'IET, qui sera dédiée à la gestion de risque par l'AS. J'avais juste une question par rapport au financement vert. Ça, c'est juste en perspective par rapport aux pays africains. Je pense que c'est une idée très, très développée en Occident. On pourrait avoir en fait, le point de vue des banquiers dans la dynamique. Je vais donner un exemple précis. Je donne par exemple le cas du Sénégal. Utiliser l'énergie fossile jusqu'ici, mais qui vient de découvrir à la fois et du pétrole et du gaz. Donc, c'est vraiment un accélérateur de la croissance. En fait. Quand il y aura des projets en fait, d'investissement, de projets gaziers, est-ce que en fait, vous intégrez en fait, dans l'analyse du risque ou bien dans la tendance actuelle de l'analyse du financement vert, en fait, le niveau en fait, de développement de certains pays? Est-ce que vous avez un niveau d'analyse qui intègre en fait, ce paramètre-là? Parce que, effectivement, nous faisons du mix énergétique au Sénégal, il y a des bus électriques, effectivement, mais parallèlement, en fait, le gaz ou pas haut peut être un accélérateur de croissance. Donc, s'il y a des freins aujourd'hui au niveau des financements, ça peut constituer aussi des freins pour certains. Je ne sais pas si ce paramètre est intégré en fait, dans les choix de financement. Je peux commencer. Je pense que les banques de développement, ils regardent la stratégie de pays parce qu'il intervient dans un contexte d'un pays. Ici, si un certain type d'activité est bien intégré dans la notion de développement de ce pays-là, dans son projet de développement, c'est quelque chose que je pense que les banques de développement peuvent faire et peuvent financer ce type de projet. Après,
que je ne rentre pas dans les détails de chaque type de financement, mais d'ici là, à rajouter un certain label vert au financement, je pense que c'est un peu plus complexe. Mais dans tous les cas, c'est pas impossible. Je pense que c'est pas impossible de financer ça, mais de rajouter un label vert, c'est compliqué. Je pense qu'il y a deux choses différentes d'une certaine façon. Il y a est-ce que ce type de projet répond à un label vert, par exemple la taxonomie européenne, etc. Est-ce que ces labels verts prennent en compte le niveau de développement des pays? Non. Vous allez avoir ce label, et ça va être très basique. Hein, c'est oui, non. Énergie renouvelable, énergie fossile, donc, si vous voulez. Mais souvent, je dirais que donc l'AFC, l'AFD, ces grandes d'autres banques aussi privées émettent des obligations vertes. Et en face de cette obligation verte, elles vont devoir montrer qu'elles ont déployé au moins le montant équivalent des fonds dans des projets verts. Donc, ça ne les empêche pas d'investir dans votre projet. C'est juste après, c'est un petit peu une analyse au cas par cas de IFC, AFD. Chacun aura une sensibilité un petit peu différente à est-ce que c'est un projet fossile, mais qui a un fort impact de développement, est-ce que je suis prêt à y aller ou pas? Mais est-ce que c'est vert? Non. Est-ce que ça répond aux critères de Sustainable Finance? Non. Le gaz, non, ça ne marchera pas. En revanche, les aspects sociaux, peut-être les contributions à la création des emplois, ça peut être intégré dans les structurations, parce que voilà, il y a deux parties, il y a les parties climat et il y a les parties sociales qu'on ne peut pas... Et doit être prise en compte. Et donc, un projet gazier peut aussi avoir des impacts sociaux, la création d'emplois, peut-être il va favoriser l'emploi des femmes. Ça, il faut voir l'intégralité de ces aspects-là. Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup. La semaine dernière. Effectivement. Alors, merci pour les panélistes. Ma question va à l'endroit. Konaté Ahmed, ivoirien résident au Sénégal. Je prends un peu la casquette de la population. Parce qu'on sait tous qu'en Afrique, l'infrastructure, on en a besoin. Mais souvent, en tant que population, souvent, on se crie un peu du coup qu'on voit sur les différents projets. Et en écoutant tout à l'heure M. Augustin qui nous fait comprendre que dans le cas des projets, ils font porter le risque par l'expert. Donc je me dis, vu que l'expert, lui, en griffe, il ne bâtisse pas dans 5 ans, 6 ans, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surestimer en fait le coût de l'infrastructure au niveau de l'expert, qui au détriment de la population, parce que de toute façon, nous, en griffe, on n'est pas dans la situation, mais on voit le coût global. Mais ce coût global, est-ce qu'il n'est pas quelquefois surestimé, je veux dire? Si. Malheureusement pour nous, sous-estimé plutôt. Si, surtout dans des périodes d'inflation très fortes comme aujourd'hui, c'est un peu le problème sur des projets qui ont des temps de développement assez longs. On parlait de l'éolien, mais typiquement l'éolien offshore, comme on peut le voir en Europe plutôt, mais c'est des projets, ça met 10-15 ans à arriver à maturité. Enfin, les projets qui arrivent aujourd'hui, c'est des projets qui mettent 10-15 ans. Évidemment que les hypothèses de coûts qui ont été faites il y a 10-15 ans, aujourd'hui, ne sont plus du tout les mêmes. Et ça peut être un problème tant du côté du sponsor, qui lui aussi a fait calculer son taux de rendement interne, voilà, sur les hypothèses de coûts qui sont dépassées, que du prêteur. Donc c'est à ce moment-là où on se rend compte si la structuration du projet, si on a mis assez de buffers, de contingencies dans le projet pour pouvoir amortir ces chocs. Donc c'est des périodes assez révélatrices. Mais il y a bien sûr une tension entre finalement les marges que vous avez prises dans votre projet, ce qu'on appelle les contingencies, où en gros le projet il coûte 100 et vous avez financé pour 120 ou 130, etc., pour limiter les risques de surcoût et pour rassurer les investisseurs et les prêteurs. Et ça a un coût, et ce coût il va être porté par les gens qui bénéficient de l'infrastructure ou par l'État. Et donc la négociation, et c'est pour ça, c'est pas forcément systématiquement le cas, hein, dans le cas du barrage de Nachtigal, il n'y a pas eu d'appel d'offres,
parce que c'est un projet au développement long, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une tension compétitive pour limiter ses coûts au maximum et que l'État dise non, c'est tel prix, pas plus. Voilà, parce que sinon, c'est vrai que les prêteurs, les investisseurs auront tendance à rendre le projet un petit peu plus coûteux, tout simplement pour mieux couvrir leurs risques. Donc là, en face, il faut que ce soit la commande de l'État, parce que finalement, comme vous dites, les consommateurs, ils ne sont pas représentés dans cette négociation. Il faut que ce soit l'État qui soit vigilant, qui soit bien conseillé. C'est très important qu'il soit bien conseillé, parce que c'est souvent ça qui fait que les projets n'avancent pas, c'est que l'État n'est pas forcément, et qu'il ait des benchmarks, qu'il ait des comparables, etc., pour pouvoir dire, voilà, c'est un prix. Alors, on poursuivra après avec des questions, donc, puisque effectivement le mot a été lâché pour être conseiller, et un conseil qui compte énormément, c'est le conseil juridique. Mon cher Doris, comment est-ce que tu veux... Pardon. Je peux faire sans micro, mais peut-être que c'est plus clair pour le fond de la salle avec micro. Alors, oui, merci Karim. Juste peut-être pour resituer, moi j'ai toujours été, j'ai eu la chance enfant de traverser des chantiers de construction, et c'est pour ça que finalement dans un monde immatériel qui est celui de l'avocat qui produit beaucoup de papier, j'ai choisi de travailler dans le secteur infrastructure parce que je trouvais que c'était un peu plus concret. Et donc en fait j'ai toujours été passionné par ce secteur, c'est pour ça que j'ai commencé dans celui-là. Alors en fait quand j'ai commencé à la fin des années 90 en Afrique, on faisait surtout du financement justement, c'était très à la mode, du pétrole, du gaz et des projets miniers. Et puis 25 ans plus tard, effectivement, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est un petit peu moins à la mode. Je voulais en profiter pour vous inviter à lire une tribune que j'ai publiée justement juste à l'ouverture de la COP27 dans les Échos, qui pose cette question, monsieur, que vous avez posée concernant le Sénégal et ses projets gaziers, et qui est une question morale, qui est une question éthique, au-delà même de savoir si les bailleurs, les institutions financières vont financer, c'est est-ce qu'on a le droit finalement peut-être d'empêcher l'Afrique d'utiliser ses ressources naturelles pour le bien de ses populations. C'est une vraie question qu'on peut se poser, surtout quand en même temps on est en train de discuter à la COP27 avec les difficultés qu'on a connues, de la question de savoir comment on allait financer le développement dans les pays pauvres et les dégâts du dérèglement climatique dans les zones peut-être les moins favorisées. Donc c'est pas un débat juridique, c'est un débat, je pense, qui est moral. C'est peut-être pas celui qu'on va régler aujourd'hui, mais je voulais en profiter pour le préciser et puis pour aller un petit peu plus loin sur la question que vous avez posée qui me semble importante. Pour en revenir sur le rôle de l'avocat, je pense que c'est un rôle protéiforme, c'est un rôle qui d'abord doit être regardé à l'aune de la partie que l'avocat conseille. Donc dans les financements de projets d'infrastructure, il y a trois grandes familles sans doute d'acteurs. Il y a la partie publique, il y a la partie privée, développement, sponsor, constructeur, etc. Et puis il y a la partie financière. Donc l'avocat, il va être conseil généralement l'une de ces parties. Après, il y a d'autres intervenants dans les financements de projets, sur l'assurance, sur d'autres sujets, et l'avocat peut avoir un rôle avec d'autres acteurs. Mais les trois principaux acteurs, c'est donc ce triptyque public, privé et financier. Et donc, l'avocat, il va être alternativement ou parfois systématiquement conseil de l'une de ces parties. Moi, j'ai choisi de ne pas être systématiquement partie conseil d'une partie plus particulièrement d'une autre, donc il m'arrive alternativement d'être du côté public, privé ou financier. Mais c'est pas forcément le choix que font certains de mes confrères. Moi je trouve ça plus riche d'être de différents côtés, parce qu'on apprend aussi de ses confrères, de ses collègues qui conseillent d'autres parties. Et puis je pense que intellectuellement c'est stimulant aussi de se trouver dans une situation où on a des défis différents suivant qu'on est d'un côté ou de l'autre. Après, dans l'intervention du conseil, il y a une intervention à différents niveaux. Le conseil juridique des projets, il peut intervenir évidemment à un stade très préliminaire, c'est-à-dire à la préparation du projet, peut-être même de l'appel d'offres et l'identification pour une partie publique, comme du côté privé, il peut arriver très tôt au stade du développement d'un projet où on va essayer de signer
un MOU ou sécuriser un contrat de développement sur le terrain, prendre des contacts avec des opérateurs pour sécuriser du foncier. Et donc l'avocat peut intervenir très tôt. Et puis il peut intervenir après un peu plus tard dans la mise en place des contrats de projet. Alors, les contrats de projet, ça va être principalement ce dont on parlait, concession, PPP, mais aussi les contrats de construction, de maintenance et tous les contrats satellites à ces contrats. Et puis il peut intervenir un peu plus tard dans le montage financier, donc le bouclage du financement, le closing financier, ou en tout cas sur le financement de projet, et donc sur toute la documentation de financement elle-même et des sûretés qui vont être prises sur le projet ou les actifs de ce projet. Donc le rôle de l'avocat, ça peut être vraiment à de très nombreux niveaux. Alors j'en profite pour faire juste une petite parenthèse aussi, pour comprendre que l'un des freins, sans doute, au fait que, si on regarde les statistiques récentes, je crois que rien que sur le solaire, finalement, l'Afrique est la mieux dotée, mais c'est là qu'on a le moins financé de solaire en 2021, ce qui est assez paradoxal. La raison peut-être aussi pour laquelle les projets ne vont peut-être pas assez vite, ou les financements ne sortent peut-être pas aussi, c'est qu'il y a cette mise en concurrence, souvent, qui est assez longue à structurer du côté public, du côté privé, qui est une nécessité pour des questions de transparence, d'égalité, de candidature. Mais on a aussi beaucoup de projets qui sont des projets, comme l'a dit Jean-Pierre sur le Cameroun, qui étaient des projets sans mise en concurrence. Et finalement, on voit aussi beaucoup de projets sans mise en concurrence passer de gré à gré et qu'on essaye de justifier parce qu'il y a un besoin impératif, en particulier vu la croissance démographique et l'absence d'électricité dans de nombreux pays, ça devient un vrai enjeu. Donc ça va être quelque chose aussi sur lequel l'avocat va intervenir. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir structurer ou justifier l'absence de mise en concurrence, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour accélérer cette mise en concurrence. Alors l'avocat dans les projets, plus largement, c'est quelqu'un qui est un peu stratège aussi, parce qu'il va être un petit peu intervenir à différentes périodes charnières, donner des conseils, essayer de rapprocher les gens. C'est aussi un expert, c'est un facilitateur, parce que on l'a vu, c'est des projets très longs à monter, ça prend du temps, ça coûte très cher, donc l'avocat il a intérêt à être facilitateur, il a intérêt à être la personne qui peut trouver des consensus. Il va avoir un rôle à la fois d'audit, mais aussi d'assistance dans la rédaction de la documentation, comme je l'ai dit, et puis il doit être aussi capable de bien comprendre comment fonctionnent les différents contrats les uns vis-à-vis des autres. Dans un financement de projet, vous avez beaucoup d'entités intervenantes, mais vous avez aussi beaucoup de contrats. Donc le risque, c'est d'avoir un trou dans la raquette. Alors pour qu'on se dise finalement où est le risque, qui prend ce risque, ou alors qu'on ait une difficulté d'interprétation. Pour faire face à ça, il faut avoir une lecture fine des contrats, des interfaces entre les différents contrats, de savoir qui prend ces risques, et savoir comment fonctionne peut-être une matrice de risque qui va retracer un petit peu le rôle de tous les interlocuteurs et le suivi de tous ces contrats. L'avocat intervient aussi là-dessus, pas seul, mais il intervient également. Je pense aussi qu'il y a un point important, c'est d'avoir une vraie connaissance de l'environnement. Moi, j'ai travaillé sur le continent africain depuis mes débuts, pas exclusivement sur le continent africain, mais je pense que j'ai pas mal sillonné l'Afrique. Je pense que parfois, je n'avais pas forcément l'impression d'apprendre, mais maintenant, avec le recul, quand on vieillit, c'est un peu l'avantage, c'est peut-être le seul, on finit par se dire que finalement, on a appris de choses qu'on ne percevait pas comme des connaissances. Et je pense qu'on ne peut pas conseiller correctement en Afrique si on n'a pas voyagé en Afrique, si on n'a pas rencontré ses interlocuteurs, si on ne comprend pas le contexte géopolitique, si on ne comprend pas les impératifs sociaux. C'est impossible. Il faut comprendre, pour un avocat, un projet dans sa globalité pour être capable justement d'appréhender les risques, de savoir comment on va faire pour conseiller la partie publique, privée, financière qu'on accompagne. Et puis, il faut être conscient des enjeux calendaires, parce que, comme j'ai dit, ça doit aller vite, donc il faut être capable de guider les clients à travers des étapes définies. Donc toujours garder le momentum et essayer justement d'accompagner ses clients quand eux-mêmes peut-être ont des difficultés à faire avancer les dossiers. Je pense que ça, c'est un vrai rôle de l'avocat, c'est d'être moteur. C'est pas seulement d'être dans la roue. Et puis, au-delà de la rédaction, de trouver des compromis, c'est aussi faciliter le dialogue avec ses pairs. Moi, je vois encore parfois beaucoup d'avocats qui raisonnent comme s'ils étaient dans une espèce d'adversité face à leur père qui conseille l'autre partie.
Donc moi, je considère que sur un financement de projet, on travaille tous un petit peu dans le même sens pour aboutir. Et je pense qu'il faut instaurer cet état d'esprit tout au long du projet. En tout cas, je pense que c'est ce pourquoi je milite. Alors évidemment, il y a des projets qui tournent mal, et parfois il y a des solutions où l'avocat, des situations de financement de projet, faire l'objet d'interprétations, de précontentieux, de litiges, d'expertise. Bon, là, effectivement, on est un peu moins dans le compromis avec ses collègues adverses. Encore que, on peut parfois aussi faire émerger des solutions de transaction. C'est pour ça qu'on est là. Ça peut économiser du temps, ça peut faciliter la continuité d'un projet, et ça aussi, c'est le rôle de l'avocat. On ne peut pas toujours être dans la guerre, mais aussi dans la médiation et dans la transaction. Donc je pense que ça, c'est important, et c'est d'autant plus important qu'il m'arrive parfois d'être, même si je n'ai pas été un litigateur ou un avocat de contentieux, il m'arrive parfois d'être choisi dans des expertises, d'intervenir en support sur des arbitrages ou des contentieux liés à des expertises. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup aussi des litiges, parce que justement, après, quand on rédige, quand on négocie, on sait très bien là où on peut avoir des risques. On sait très bien quelles peuvent être les zones de danger. Et donc, on est plus à même de mieux rédiger. Donc, je pense que les expériences de gestion de contentieux parfois peuvent aussi nourrir l'expérience de conseil. Donc l'avocat intervient à différents niveaux. J'ai l'impression d'avoir été très long, mais j'espère en tout cas que c'était clair. Et je vais passer la parole à la salle, en tout cas à Karim en premier. La parole. Bonjour, je suis Gladys Jeune de la République d'Haïti. En fait, je vais porter de petits cas pour vous poser deux questions. Supposons que vous ayez accordé un financement à une entreprise privée qui va faire un projet pour le compte de l'État. Et qu'en cours de route, il y a des instabilités sociopolitiques, donc, et le projet n'arrive pas à être, n'arrive pas à aller à terme et que les dépenses ont été déjà effectuées. Du point de vue de la banque, comment elle va évaluer l'argent qui a été déjà décaissé pour voir l'impact sur son bilan? Et d'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a des clauses qui ont été mises dès le départ dans le contrat faisant exigence à cet État d'assurer un minimum de stabilité pour la poursuite de ces travaux? Et si oui, est-ce qu'il y aura des dommages et intérêts qui seront versés par cet État à l'entreprise privée contractante? Je pense qu'il y a deux, en fonction de l'événement, de l'instabilité qui s'est passée, soit c'est couvert par une assurance externe. C'est-à-dire que ce soit la banque ou les fonds propres, il y a des assurances type MIGA ou autres qui existent, qui vont couvrir le risque de guerre civile, instabilité, et puis le risque de rapatriement des fonds, etc. Enfin, il y a en gros 3-4 grands risques. La question c'est est-ce que ça rentre dans ce risque ou pas? Donc ça c'est une première façon de dire, et à ce moment-là, si c'est couvert par une assurance, l'État n'a pas... Soit on est dans un cas de force majeure, où là, la façon dont le risque est réparti, donc force majeure, je vais laisser vos risques comme ça, soit on est dans un défaut de l'État, donc qui, en quelque sorte, il y a eu un problème, mais dont on peut dire que la responsabilité est l'État, et là, on va se retourner vers l'État. Dans les cas de force majeure, c'est un peu, ça dépend un peu des cas, c'est un peu, voilà. Mais en gros, déjà, il faut essayer de se dire, est-ce que ça relève vraiment de spécifier l'événement qui s'est produit? Est-ce que c'est couvert par une assurance ou non? Est-ce que c'est un cas de force majeure ou non? Est-ce que c'est un cas de défaut de l'État ou non? Et je pense qu'ensuite, en fonction de ça, il y a des recours à différents mécanismes d'indemnisation. Oui, alors c'est un sujet assez vaste. Bon, après, Jean-Pierre a d'abord apporté, je pense, une très bonne réponse. Mais pour la compléter, peut-être qu'on peut dire qu'il y a une division souvent dans les contrats entre ce qu'on appelle la force majeure classique ou ordinaire et puis la force majeure plus politique. Il peut y avoir effectivement une tendance dans les contrats à avoir dans la force majeure politique, c'est tous les actes d'abstention ou les actes positifs de l'État qui auraient un effet
dévastateur sur l'activité du projet, l'exploitation de l'infrastructure. Et là-dedans, souvent, on classe les actes de l'État qui pourraient justement politiquement déstabiliser l'exploitation de l'infrastructure. Après, la question, comme le disait Jean-Pierre, c'est de savoir si ce risque a été assuré et si la société de projet va être indemnisée ou pas. Et donc là, on va regarder à la fois la police d'assurance et le montage de l'assurance et les détails de cette police dont l'État aura connaissance quand la police a été prise, et également le contenu du contrat pour voir par rapport au fait in concreto de ce qui s'est passé dans le pays, où peut être chercher la responsabilité si ça tombe sur la prise de force majeure politique. Après, vraiment, chaque cas est particulier. Donc j'espère que ça vous apporte déjà quelques éléments de réponse. Bonjour, je suis Gilliane Amboise de la Banque centrale d'Haïti. Merci pour vos interventions. Alors, comme l'a dit Karim au début, nous sommes dans un contexte assez perturbé, avec des politiques monétaires de plus en plus restrictives et des conditions de financement de plus en plus serrées, avec la hausse des taux d'intérêt. Alors, je voulais savoir si vous entrevoyez un risque de ralentissement du financement des infrastructures, ou est-ce que les investisseurs, les créanciers, les banquiers sont en mesure de s'adapter à ce contexte difficile? Quel sera le rôle des banques de développement dans ce contexte? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est vraiment le sujet important. On voit qu'il y a deux choses. Il y a peut-être la compréhension des investisseurs de manière très générale que les infrastructures qui permettent à améliorer le développement dans de différents pays sont vraiment des financements prioritaires. Et il y a beaucoup des investisseurs, et Jean-Pierre pourrait parler des investisseurs et la vue des investisseurs de ça, mais de plus en plus, il y a la compréhension que c'est vraiment des financements essentiels, et donc ça va quand même pousser le flux de financement vers ce type d'activité. Donc c'est côté, est-ce que ça va se ralentir? Je pense pas. Et après, il y a les questions de taux de financement. Et effectivement, les taux de financement des banques commerciaux, ils sont fixés en fonction de différents objectifs, mais aussi de taux auxquels ces banques se refinancent. Et donc, si eux se refinancent à taux plus haut, forcément, mathématiquement, les taux vont augmenter. Par contre, les banques multilatéraux, ils sont là justement pour être une source de financement qui va un peu en contre-courant. Et les banques de développement, elles sont capables d'apporter parfois des financements avec des conditions spéciales, notamment dans certains types de pays. Et c'est pas forcément lié à la situation plus générale sur le marché. Mais c'est vrai que fondamentalement, vous avez deux grands mouvements. L'augmentation du prix des matières premières, qui fait que le prix de la construction d'une centrale électrique ou d'une route ou d'un machin a pris 20 à 30% en 2 ans, en quelque sorte. Et deuxièmement, la hausse des taux. Alors, dans certains cas, cette hausse des taux dans des pays particulièrement pauvres, les banques de développement vont arriver à trouver des ressources concessionnelles pour pas la refléter. Mais si vous prenez un pays X, le même projet, par exemple une centrale électrique, aujourd'hui, dans les nouvelles conditions, peut-être que l'électricité était vendue à 6 centimes du kilowattheure, et aujourd'hui, elle va coûter 7 ou 8. Et donc forcément, ça fait réfléchir, et ça va, alors qu'on est depuis 10 ans, auparavant, on était face à une baisse régulière et constante du prix de cette électricité. Et donc, forcément, l'État concédant va peut-être y réfléchir à 2 fois avant, au vu des résultats de l'appel d'offres ou au vu de ce qu'on lui propose, avant de lancer le projet. Il va peut-être se dire, on va attendre un peu,
peut-être que le niveau de prix des matières premières baisse, que les taux d'intérêt baissent. Parce que, voilà. Donc oui, il va y avoir un ralentissement probablement du rythme de développement. John Junior Ngongema de la Banque centrale de l'État de l'Afrique centrale, donc Banque centrale de l'État de la CEMAC. Depuis ce matin, on parle beaucoup d'infrastructures avec une portée sociale. Et étant membre seulement de ce programme, justement, qui vise à développer les marchés de capitaux, je me posais la question de savoir finalement dans la discussion que nous avons depuis ce matin, quelle était la place justement des infrastructures de marché. Nous avons besoin de développer des champs de compensation, des caisses de refinancement. Finalement, comment on place justement ce type d'infrastructures-là qui sont très importantes pour justement le développement dans la discussion que nous avons depuis ce matin. Alors, je vais répondre à la question. En fait, les infrastructures de marché, c'est tout autre sujet. En résumé, en fait, c'est un programme informatique. Donc, c'est vraiment un tout autre sujet. En revanche, enfin, tout ce qui sous-tend les infrastructures télécom, etc., c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, mais tu auras l'occasion de voir le sujet, en fait, sous toutes ses formes. Quand tu vois, en fait, sur le stage, je vous confirme. Je prends la... Merci bien une fois de plus. J'ai une question à l'endroit de M. le représentant du père Elbert. Je vais également partir d'un cas concret pour essayer de poser ma question qui porte sur le MOU, Memorandum of Understanding, si je ne me trompe pas. Alors, chez moi également, effectivement, dès le début d'un projet, ou bien d'une idée de projet, il arrive qu'on signe ce genre de document qui, de mon point de vue, juste pour consigner la bonne foi, ou bien pour marquer sur papier la bonne foi des parties. Ce n'est pas en tant que tel un document déjà contractuel ou contraignant. C'est la compréhension que moi et mes collègues, on avait jusqu'à un certain moment, jusqu'au jour où, dans le cadre d'un projet très important pour nous, c'est un projet de transformation dans le secteur du textile. Donc, c'était un très bon projet pour nous et on avait un partenaire qui, dès le début, nous a soumis un MOU. On n'est pas juriste, on a commencé à l'examiner. On a vu des clauses du genre, si l'État, représenté par son ministre des Finances, ou son ministre de l'Industrie, ne fait pas ceci, alors la partie Y peut le traduire devant la justice et voilà, se faire rembourser. Comme si c'était déjà dans le cadre de l'exécution du projet. Et nous, on s'est dit, on ne s'attendait pas à ça. On pensait que les MOU, c'est juste déjà les grandes idées à travers lesquelles on va pouvoir vraiment développer le projet. Et là, vraiment, on ne s'était pas très compris. On lui a dit que ce n'est pas ce qu'on comprenait du MOU. Alors, ma question, est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur le MOU, le bon MOU selon vous? Il doit contenir quel genre de projet? Merci. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais MOU. En revanche, il y a des MOU qui sont engageants et d'autres qui sont non engageants. Voilà. Donc, tout va dépendre du contenu et de ce que vous souhaitez y mettre et ce que les parties souhaitent y mettre. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est important que chaque partie, y compris les parties publiques, soit conseillée depuis le début des projets. Malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de parties publiques qui sont contactées par le biais d'offres spontanées pour des projets d'infrastructure et puis qui finalement ne comprennent pas forcément l'enjeu de ce qu'elles signent. Et il peut y avoir des obligations effectivement à la charge des parties dans un MOU sans que certaines en soient conscientes parce qu'elles n'ont pas été forcément bien conseillées. Juste que, en fait, dans le cadre de mes activités professionnelles, en fait, je suis vérificateur fiscal. J'ai, dans le cadre de mes contrôles, remarqué qu'il y a une tendance globale, surtout dans le cadre des marchés clés en main, en fait, des projets d'infrastructure clés en main, genre, par exemple, installation de centrales ou d'autoponts, qu'il y a une tendance des entreprises qui exécutent en fait les marchés à une fragmentation un peu des marchés. En quelque sorte, si vous prenez l'exemple des entreprises qui font des autoponts, dans le cadre du contrat en fait, d'exécution, généralement, toute la partie relative aux activités à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire la conception, la réalisation, etc., ils ont tendance à en fait, placer, par exemple, si c'est une entreprise française,
en France, qui disent que toute la conception, toute la réalisation, tout ce qui est activité à forte valeur ajoutée est réalisé en France et que seul le montage, par exemple, est effectué, est effectué dans le pays où l'infrastructure en fait, est réalisée. Je veux savoir, vous, en tant que juriste, en fait, dans le cadre de la situation de ces projets-là, est-ce que cette fragmentation des contrats-là est liée à des objectifs d'optimisation fiscale, auquel cas ça priverait en fait les États d'un certain type de ressources qui peuvent servir au financement, n'est-ce pas? Parce que les valeurs qui sont créées au niveau du pays doivent être imposées, donc génèrent éventuellement des recettes fiscales pour le pays, n'est-ce pas? On n'impacte sur sa capacité de financement. Ou c'est lié en fait à d'autres. En fait, mais moi je remarque personnellement que c'est une tendance générale à une fragmentation, où toutes les activités à valeur ajoutée sont logées ailleurs que dans le pays de résidence. D'accord, alors c'est une question vaste également, donc je vais essayer juste de synthétiser les choses. Je pense que d'abord, chaque pays peut avoir une stratégie quand il lance certains projets d'infrastructure. Stratégie à moyen ou long terme d'essayer d'attraire les entreprises qui vont être dans le sillage du projet, pour qu'elles s'installent et peut-être qu'elles fassent du montage sur place, moyennant la mise à disposition de terrain ou des incitations fiscales, etc. Donc ça, il peut y avoir une stratégie plus globale d'un pays, ça existe, il y en a qui l'ont fait avec succès. D'autre part, après, dans le projet lui-même, je ne pense pas que les entreprises elles-mêmes cherchent à optimiser ou recherchent l'évasion fiscale. Maintenant, je pense que toute entreprise qui se respecte essaie de voir comment elle peut organiser sa chaîne logistique, mais aussi combien ça va lui coûter à l'avance en termes de taxes pour savoir quelle va être sa marge et calculer ses prix. Bon, c'est de bonne guerre, je crois. Après, il y a des enjeux parfois locaux pour transformer ou assembler sur place, c'est pas forcément toujours les équipements, les ressources, etc. Ce qui peut être intéressant dans le cadre de contrats de projet et dans le montage du financement de projet, ça peut être de discuter avec les partenaires privés du projet pour leur dire écoutez, moi je suis prêt à vous donner pour une certaine durée, certaines incentives fiscales, mais à condition que vous respectiez ou vous obligiez à effectuer telle ou telle prestation ou activité sur place, de telle sorte que je pense qu'il y a quelque chose qui est gagnant-gagnant. On voit beaucoup de projets où en réalité il y a une négociation d'une convention d'investissement ou d'un package fiscalo-douanier d'ailleurs, pour faciliter peut-être l'importation ou pour avoir des tarifs prénégociés, etc. Mais de telle sorte qu'il y a quelque chose qui soit lisible. Après, je pense que quand on vérifie comme vous le faites, sans doute, on peut être tenté de se dire qu'effectivement, un assemblage qui n'est pas fait sur place a tendance à minimiser du coup les impacts économiques ou sociaux pour le projet, mais quand on monte des projets en financement de projets qui sont coûteux et dans lesquels des banques de développement sont impliquées, on mesure, mais je crois qu'elle est complètement à ma place, l'ensemble des impacts socio-économiques. Donc en réalité, si ce dossier est financé, c'est aussi qu'il a d'autres impacts en termes d'emploi, de création de richesse et de croissance du PIB pour le pays. Voilà ma réponse. Désolé, j'étais un peu long. Je peux compléter justement les aspects de quand les banques de développement financent un projet. Effectivement, ils regardent les aspects financiers, le partage de risques, mais aussi les impacts qui sont générés donc, par le projet et de manière générale de projets sur l'ensemble de l'écosystème social et économique dans le pays. Et un des facteurs, en fait, un des sujets sur lesquels l'AFC, par exemple, essaie de travailler avec des projets, avec des sociétés, c'est le procurement localement. Donc, c'est d'augmenter la partie sourcing, procurement, de travail avec des PME locales, vraiment augmenter cette partie-là, parce que là, ça va clairement contribuer à la création des emplois localement. Et après, par rapport à la fragmentation de la chaîne de valeur, on voit ça de manière assez claire dans tout ce qui est production minière. Et c'est très souvent que là où les produits miniers sont
produits, ils ne sont pas forcément transformés dans le même pays et ils ne sont pas utilisés dans le même pays. Donc, les questions aussi se posent sur ça. Comment est-ce que l'État dans lequel cette mine, par exemple, se trouve, quelle est sa politique de développement par rapport à ses propres ressources? Par exemple, on voit ça en Indonésie, où le gouvernement a décidé d'interdire les exportations juste de minerais. Ils demandent de processer aussi les produits bruts sur place pour augmenter la valeur des produits qui sont exportés. C'est la possibilité. Alors, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, je suis Laetitia Mimi du Cameroun. Moi, j'aimerais poser une question par rapport aux entraves qu'il y a souvent dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure, c'est-à-dire bien que le financement soit mis en place, il y a quand même des entraves. Et pour le cas du Cameroun, l'une des premières entraves, même au démarrage du projet, ce sont les indemnisations, l'expropriation et les indemnisations. En général, les partenaires financiers ont une certaine réticence à financer cette composante-là du projet et ça revient en général à la partie gouvernementale. Sauf que dans la partie gouvernementale, comme c'est des volumes souvent assez conséquents, c'est souvent difficile, il faut les étaler sur plusieurs années dans nos CDMT et souvent ça ralentit le projet. Mais sauf que ce serait peut-être une solution que les partenaires prennent cela à leur charge, mais en général les partenaires ont une réticence en fait à financer les indemnisations, peut-être parce que ça ne relève pas directement de la mise en place du projet, mais il reste que cette situation de l'expropriation et de l'indemnisation, ça entrave le démarrage, ne serait-ce que le démarrage du projet pendant parfois des années, y compris même le projet Nachigal, dont certaines composantes de ce projet ont été retardées justement à cause des indemnisations. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a la Standard, on a l'IFC, est-ce que vous aussi vous avez des réticences à financer cette composante-là? Moi, je ne vais pas pouvoir commenter pour Standard Charter sur ce point précis, mais je pense que le process de permitting en général est un process qui est difficile c'est un process qui est difficile dans tous les pays. Et en général, les banques aiment bien effectivement arriver une fois que tous les accords et permis ont été obtenus, puisque comme je l'ai dit au début, les banques commerciales aiment bien que ce soit les personnes qui connaissent le mieux le risque qui l'adressent. Or, la banque commerciale ne va pas forcément être la mieux placée pour adresser ce type de risques très locaux qui sont aussi d'ordre assez public, pas forcément relationnels ou transactionnels. Je peux dire un mot. C'est le sujet majeur de énormément d'infrastructures. C'est les sujets de déplacement des populations, d'indemnisation financière, soit parce qu'on les déplace, parce que l'emprise de la route, soit de déplacement économique, c'est-à-dire que la personne va perdre une partie de son champ, etc. Et ça, c'est très compliqué. Vous avez raison de dire qu'en général, les bailleurs ne sont pas très moteurs, en tout cas préfèrent ne pas prendre ça à leur charge, parce qu'on considère que finalement, l'État est le plus à même de gérer ce sujet. C'est un sujet politique, hein, c'est un sujet compliqué. Mais en même temps, on demande à l'État de respecter un certain nombre de normes qui sont codifiées dans les normes de la SFI sur le montant de l'indemnisation, etc., etc. Et quand il y a un partenaire privé qui est impliqué, comme sur Nachigal, souvent le partenaire va vouloir aussi avoir son mot à dire pour être bien sûr que ça respecte les normes. Parce que si cette indemnisation ou ce déplacement de population se fait trop rapidement ou dans des mauvaises conditions, peut-être que les prêteurs ne voudront pas financer le projet. Mais donc, il n'y a pas de solution. Hein. Là, on regarde un projet de route en Ouganda. Il y a énormément, il y a 30 000, 40 000 personnes. Il y a un projet de route périurbaine, il y a 30 000, 40 000 personnes à déplacer.
comment voulez-vous alors qu'une partie privée ou que même la SFI prenne ce risque-là? C'est énorme. Et donc, la Banque mondiale peut éventuellement vous accompagner, vous appuyer sur ce genre de trucs. Mais c'est souvent pour les grands projets, je dirais que c'est le sujet essentiel. Parce que bien sûr, les privés vont dire « Ah ben moi, je commence les travaux qu'une fois que la totalité de l'emprise, donc les 30 km de route, est libérée. » Parce que s'ils commencent, ils mobilisent leurs équipes, ils commencent à bosser, et puis ils ont un planning de 2 ans, et puis on leur dit « Ah ben non les gars, là, vous ne pouvez pas travailler parce que les gens, ils n'ont pas été déplacés. » Ben là, c'est un risque qu'ils ne peuvent plus prendre parce qu'ils se retrouvent à avoir des gens sur place qui ne peuvent pas travailler. Et donc, c'est vraiment extrêmement... Moi, je n'ai pas de bonne réponse, et il n'y a pas de... Mais c'est vrai que c'est un peu la patate chaude, quoi. Le sujet est très, très compliqué, qui est en général de la responsabilité des États, et je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement. Et justement, c'est la très, très grande difficulté de projets d'infrastructure, et probablement il n'a pas de réponse, à part il faut commencer à travailler le plus tôt possible sur ces sujets-là, avec par exemple la Banque mondiale, l'AFC peut intervenir aussi. On a par exemple des équipes qui sont dans le travail, et en fait ils interviennent vraiment sur des sujets sociaux, et ils sont capables d'accompagner des projets par exemple sur ces sujets-là, les déplacements, le partage de valeurs avec les communautés pour trouver des accords entre les gros projets d'infrastructure, donc les parties privées qui vont construire le projet et les populations locales. Mais c'est des sujets extrêmement complexes, et je pense que ce n'est pas uniquement le sujet du continent africain, mais de manière plus générale pour toutes les infrastructures. Je pense que social license to operate de manière globale, c'est très très important, un sujet. Absolument. Je voudrais juste revenir, en fait, si vous êtes d'accord, sur 2 notions en fait, qui ont été abordées et qui concernent l'Afrique en particulier. La première notion est celle de préparation de projet. Que recouvre cette notion? Et puis la notion de bancabilité des projets. Très souvent, quand on parle d'Afrique, de financement des infrastructures, on dit que les projets ne sont pas bancables, les projets ne sont pas bien préparés. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion? Qu'est-ce qu'elle recouvre autant que possible dans le détail? Et comment est-ce qu'on prépare un projet? En tout cas, ces 2 notions ne sont pas particulières à l'Afrique. Un projet d'infrastructure va nécessiter des études en amont importantes, longues, pour à la fois un barrage hydroélectrique, caractériser la ressource en eau, s'assurer que les fondations, etc. Donc c'est un gros investissement. Et en gros, on peut dire que tout ce qui relève du développement, c'est ce qui doit être fait jusqu'au lever de la dette, jusqu'à ce qu'on arrive au closing financier, jusqu'à ce que finalement on mobilise des prêteurs, on mobilise un constructeur et on démarre la construction. Tout ce qui précède, c'est de l'ordre de la préparation de projet. Et pour un grand barrage hydroélectrique, c'est des dizaines de millions d'euros. C'est sans compter, et pour une route, les déplacements des populations, c'est des centaines, quand on parle de 30 000, 40 000 personnes, c'est des centaines de millions d'euros. L'autoroute urbaine Dakar à Eiffage, là, ça a représenté un investissement colossal. Donc et souvent, c'est ça qui je dirais, il faut que cet investissement initial soit pris en charge souvent par l'État. Et si vous voulez que le privé y participe, à ce moment-là, il faut que ça soit un projet qui soit de gré à gré, en quelque sorte, qu'on soit mis d'accord avec le privé, qu'on ait trouvé les moyens de s'assurer que le prix que va proposer le privé est à condition de marché, parce que vous ne pouvez pas demander au privé d'investir des dizaines de millions d'euros et ensuite à l'arrivée lui dire « Ah, il y aura un appel d'offres ». Ça ne marche pas. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis la bancabilité, ça c'est finalement les conditions dans lesquelles les prêteurs sont prêts à mettre de l'argent sur la table. Les prêteurs, cet argent, il ne va pas être rémunéré peut-être 4-5% de marge. Et donc, en contrepartie de cette faible rémunération, ils veulent
quasiment tous les risques soient couverts. Et souvent, je dirais que dans le contexte africain, les sujets clés qui nous intéressent, vous, c'est jusqu'où va le soutien de l'État. C'est-à-dire, en général, pour les projets majeurs, on va demander à ce que les engagements d'achat de la société d'électricité publique soient garantis par l'État. Pour une autoroute urbaine, il y en a très peu. On va demander souvent, l'autoroute, elle ne va pas être remboursée uniquement par le prix des péages, mais il y aura un loyer qui sera payé par l'État. Donc il faut s'assurer que ce loyer il est bien reflété par une garantie souveraine en bonne et due forme, etc. Voilà, ça c'est le genre de truc que vont regarder les prêteurs. C'est finalement c'est le soutien public de bénéficier de projets pour le rendre bancable, au-delà des sujets de marché classiques, etc. Et je pense que l'importance du soutien public est particulièrement claire en Afrique, parce que parce qu'on a souvent affaire à des contreparties qui sont fragiles financièrement. Les sociétés publiques d'électricité, on sait tous qu'elles sont fragiles financièrement. Bien à des usagers qui ne sont pas capables de payer la totalité du prix d'une infrastructure. Peut-être juste pour revenir sur la bancabilité, souvent on regarde deux choses. C'est un projet à 20 ans, donc ce qu'on va regarder c'est la stabilité sur les 20 ans et la prédictabilité aussi sur les 20 ans. Alors il y a quelques secteurs qui font un peu exception, tout ce qui est commodity c'est un petit peu différent, mais en général l'infrastructure à 20 ans, on a besoin d'être confortable voilà, sur 20 ans. Est-ce que le mécanisme de soutien mis en place par l'État va être en place pour les 20 ans, ou est-ce qu'au bout de 5 ans, prochaine élection, il y a un risque que le mécanisme change et stabilité, souvent, typiquement, les actifs d'infrastructure sont assez connus pour refléter l'inflation, ce qui typiquement va apporter une grande stabilité. Les autoroutes, les péages sont souvent un accès à l'inflation et c'est souvent ce qui rend un projet bancable, la stabilité et la prédictibilité. Et par rapport aux aspects de risque, en fait, vraiment l'analyse de risque, c'est le matrice de risque pour être sûr que tous les aspects sont bien pris en compte et que le risque résiduel dont on a parlé, qui est surtout le risque politique résiduel, est bien assuré, qu'il y a vraiment la solution pour cette partie résiduelle. C'est vraiment un sujet clé dans le sujet de financement d'infrastructures. Et après, aussi, je reviens sur le sujet de risque climatique, que ça, c'est aussi pris en compte. Moi, je pense que c'est très compliqué. C'est vraiment le sujet qui est tout nouveau. Il y a beaucoup de sociétés qui essaient de comprendre comment les futurs changements climatiques vont les impacter. Mais pour les grands projets avec des centaines de millions d'investissements, il faut absolument prendre ça en compte, faire des analyses et réfléchir à ça aussi. Merci beaucoup. Vous avez une dernière ultime question. Merci. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur les contrats PPP, entre les contrats de concession et d'affermage. Généralement, dans les compagnies de production d'hydroélectricité, on va plus vers des contrats de concession. Et dans l'expérience du Gabon, on a constaté que la concession a plutôt engendré un certain nombre de problèmes entre les parties. Et je voudrais savoir quelles sont les clauses de sûreté qu'on peut mettre pour justement éviter de tomber dans ce genre de compréhension, notamment dans le principe de densification du réseau ou alors l'extension du réseau. Parce que si vous êtes un groupe privé, là, il faut rentabiliser, il faut faire du profit, tandis que l'État, parfois, a intérêt à étendre son réseau dans des zones où, effectivement, il n'y a pas suffisamment de population, mais dans un futur proche, on va peut-être installer une usine. Alors, comment ces questions sont gérées au niveau de la BERD ou alors du fonds Stoa? Comme c'était la dernière question, on va en prendre une toute dernière. Nous allons répondre aux deux questions en même temps. Merci beaucoup, M. Karim. Moi, c'est Ismaël Koménan. Je suis le ministère économique et des Finances de la Côte d'Ivoire. Alors, dans le cadre de la bancabilité et préparation, j'ai une question qui est relative à la structuration du financement. Donc, elle va principalement à l'endroit des banques et des investisseurs. En fait, ce que je veux savoir, quels sont les éléments, c'est-à-dire les facteurs qui font le partage entre fonds propres et endettement, quand on sait que ça peut influencer la rentabilité, inspirer les investisseurs.
et savoir également avoir une idée du niveau de rentabilité interne des projets espérés en général sur le marché pour ce genre de projet. Merci. Alors, sur ces deux notions, peut-être sur l'exemple, concession à fermage. Je connais la SEG et les sujets qu'il y a eu au Gabon sur le sujet. Mais je pense que quand vous concédez un service de l'eau ou de l'électricité, et qu'en face de cette concession, vous mettez un certain nombre d'obligations d'investissement, de densification, etc., c'est très compliqué à suivre et c'est très compliqué, je dirais, de s'assurer que le partenaire privé réalise bien les investissements, etc., etc. Et souvent, ça va donner lieu à des disputes et ça va donner lieu à des discussions à n'en plus finir. Et je pense que la concession, ou en tout cas dans le contexte africain, aujourd'hui, la concession est plus adaptée à une infrastructure unique, type barrage, type centrale électrique ou même route, où en quelque sorte, il y a une durée de construction, voilà, c'est clair, le projet, et une fois qu'il est fini, on rentre dans la période d'exploitation et l'investissement, enfin les besoins de capitaux sont relativement limités. Si vous êtes... et l'affermage me paraît plus adapté à ces services publics, eau, électricité, où là, d'une certaine façon, la responsabilité de l'investissement reste côté public, ou reste dans une société de patrimoine, etc., qui peut mobiliser des financements de bailleurs de fonds. Il y a plein d'exemples au Sénégal en particulier. Et donc la responsabilité d'exploitation est bien cadrée et confiée au privé. Et donc il y a beaucoup moins de disputes et de sujets sur vous n'avez pas investi suffisamment, vous deviez investir, etc. Parce que la responsabilité de l'investissement est clairement allouée au public. Et je pense que ce serait une façon de dire, OK, on a une espèce d'utilities, ou d'une certaine façon, l'investissement, vous concédez un utilities, vous demandez au parti privé d'investir pendant 20 ans, quoi, pendant toute la durée de la concession. Et plus la fin de la concession approche, moins il a envie d'investir. Donc, c'est beaucoup plus facile de concéder une infrastructure qui va être construite pendant 5 ans et ensuite exploitée pendant 15 ans. Voilà. Donc, moi, je dirais service public d'eau et d'électricité à fermage, infrastructure type route qui est construite et ensuite exploitée, concession. Et d'une certaine façon, vous évitez ce genre de sujet qui est récurrent dans la façon quand on concède un service public. Je suis d'accord. J'approuve. Sur la deuxième question sur le debt equity, la beauté du financement de projet, c'est que chaque projet est unique et porte un risque qui est fondamentalement différent de son projet voisin. Et c'est très difficile, le résultat de tout ça, c'est que c'est très difficile il n'y a pas une structure type. Chacun a des risques différents qu'on va structurer de façon différente. Et il n'y a pas, on ne peut pas donner un debt equity fundraising fixe qu'on va appliquer à toute la classe d'actifs partout en Afrique ou partout dans le monde. Les projets ont des risques différents, ne serait-ce qu'un risque politique différent qui rend impossible de standardiser, entre guillemets, l'approche de mon point de vue. Après, il y a certains types de projets, des grands projets, des catégories des projets où il y a quand même la pratique de marché, même si c'est chaque projet est unique. Mais après, il y a, par rapport au type de projet, il y a quand même certaines pratiques et je pense que les financiers vont regarder des précédents pour bien équilibrer les choses. Et je pense qu'il y a aussi une notion de sponsor qui est fort. Il y a les financiers vont aussi regarder quels sont les sponsors de ce projet. Est-ce que, comme on avait dit au début, pendant l'analyse qui était faite sur sa capacité de performer pendant plusieurs années, et donc les financiers vont prendre ça en compte pour aussi calibrer partie dette et partie equity.
Merci beaucoup, Oksana. Écoutez, pour poursuivre les discussions, pour encore savoir plus, je vous conseille une bonne lecture d'un ouvrage réalisé par Boris avec Ousmane Diawara sur le financement de projets en Afrique. Je crois qu'elles ont été distribuées, me semble-t-il, vous les avez tous. On applaudit nos panélistes. Bravo et merci d'avoir été tellement heureux, d'avoir été très didactique, très précis. J'ai tout compris. Merci beaucoup.